Deuxième partie de ce numéro 9 de notre émission Décryptons le monde, pour laquelle nous retrouvons Gérard Vespierre, notre analyste géopolitique. À présent, nous quittons la zone européenne pour nous projeter dans une thématique beaucoup plus large qui couvre même l'ensemble de la planète, puisqu'il s'agit d'essayer de discerner si nous allons nous diriger vers une nouvelle guerre froide. Les relations internationales vis-à-vis de la Chine et de la Russie se tendent de plus en plus. Mais avant d'aborder cette question, Gérard Vespierre, pouvez-vous nous brosser un rapide panorama de cette période qui fut appelée précisément la guerre froide? La guerre froide, Jacqueline, c'était effectivement une lutte idéologique et d'opposition militaire entre les États-Unis et l'Union soviétique d'alors. Donc une lutte idéologique, et ça c'est important parce que dans cette lutte-là, il y avait des relais politiques en Occident. Il y avait de nombreux partis communistes, n'est-ce pas, espagnols, italiens, français. Et en plus de leur présence, ils avaient des résultats. Alors 1969, ce n'est pas très proche de nous, mais ce n'est pas très loin non plus. Il faut savoir que lors de l'élection présidentielle en France, le candidat communiste, M. Duclos, a fait plus de 22% des voix. Donc on était dans une situation de rivalité idéologique avec des relais puissants de l'opinion soviétique et du marxisme dans un certain nombre de pays occidentaux. Donc on n'était pas dans une rivalité économique puisque l'URSS d'alors n'était pas vraiment impliquée dans la sphère économique. L'URSS était pratiquement dans une situation autarcique, disons, très très peu d'échanges avec l'extérieur. Donc idéologie, peu d'échanges avec l'extérieur, et puis donc une unité des pays occidentaux à l'abri du parapluie économique et nucléaire américain. Donc voilà à grands traits la situation de la guerre froide qui, pour les États-Unis, consistait à endiguer, à entourer donc de missiles et de bases l'Union soviétique, qui lui a rendu l'appareil avec la célèbre crise de Cuba, qui était donc dont l'objectif était de mettre des missiles à portée des côtes américaines. Oui, nous l'avons compris, la situation géopolitique du monde a considérablement évolué depuis cette période, avec deux changements majeurs, la chute de l'URSS et la montée en puissance de la Chine. Comment ces deux changements impactent-ils la tension entre les trois puissances que sont aujourd'hui les États-Unis, la Chine et la Russie? Alors, avant, sur la vraie guerre froide, eh bien, effectivement, il n'y avait pas d'enjeu économique. Maintenant, il y a une véritable bataille économique entre la Chine et les États-Unis, et je pourrais peut-être même dire la Chine et le reste du monde. Donc là, on a un cadre économique qui est vraiment au centre du débat. Et à l'économie s'ajoute la technologie. C'est-à-dire qu'on est vraiment là dans une phase d'accélération scientifique et technologique du monde. On court après l'intelligence artificielle, on court après donc la technologie quantique pour les ordinateurs, on retourne vers la Lune. On a une accélération scientifique qui fait qui donne un cadre supplémentaire à la rivalité nouvelle qui s'est instaurée entre les puissances. On a d'autre part la financiarisation, puisqu'il y a beaucoup d'économies, beaucoup d'échanges par la mondialisation, donc facilité de déplacement, de transport, rapidité de transport, coût de transport faible, etc. Donc finalement financiariser la planète, chose qui n'était absolument pas la situation il y a 50 ans. Donc on est dans une position complètement différente, avec aussi, in fine, une démographie, un rapport démographique. L'URSS avait 300 millions d'habitants. Il y avait à l'époque 235 millions d'Américains. Là, on a maintenant, dans la concurrence mondiale qui s'est instaurée, nous avons 1,4 milliard de Chinois.
Pour faire le pendant, il y a 1,350 milliard d'Indiens, il y a 300 millions d'Américains, il y a 500 millions d'Européens. Donc on met là, effectivement, dans un enjeu démographique planétaire. Et dans ce que vous appelez les arcs de crise du monde, est-ce qu'il y aurait d'autres paramètres qui viendraient ajouter à la différence de situation que nous connaissons aujourd'hui? Alors, tout à fait, parce que malgré la stratégie de la guerre froide menée par les États-Unis, donc d'encercler l'Union soviétique d'alors, il n'y avait pas de problème de frontières. Or, la nouveauté des tensions actuelles que je viens de décrire avec l'ensemble de leur cadre, à cela s'ajoute la rivalité sur des questions de frontières. Et on le voit donc le long de la frontière russe occidentale avec la Géorgie, il y a des troupes russes dans la surface propre de la Géorgie. Donc il y a pénétration des troupes russes en Géorgie depuis la guerre de 2008. Vous avez l'annexion de la Crimée, vous avez la présence de troupes russes sans avoir l'uniforme, mais d'autres uniformes dans le Donbass. Donc, et puis les craintes des républiques lettonne, Estonie, Lituanie, des républiques baltes. Donc vous avez là tout un arc de crise, effectivement, où il y a une crise de frontières. Et puis, sur le Pacifique, si on fait un grand saut, sur la côte chinoise, vous avez les Chinois donc, qui, au nom de leurs intérêts stratégiques, bien essayent de prendre la souveraineté sur un grand nombre d'îlots ou d'îles qui sont proches de leur côte, parce qu'ils ont besoin, au nom de l'importance de la mer pour leur approvisionnement et pour leurs exportations, et aussi pour des questions stratégiques, près de l'île de Hainan, où se trouvent leurs sous-marins, eh bien, d'avoir la sécurité, de leur point de vue, sur cette zone pacifique proche de leur côte. Donc, un autre problème de frontières, rivalité avec Taïwan, rivalité avec les Philippines, rivalité avec le Vietnam, rivalité avec la Malaisie. Oui, vous venez de nous décrire des différences structurelles, économiques, politiques. Comment décririez-vous la période de tension dans laquelle nous entrons alors? Est-ce on ne va plus parler de guerre froide? Comment la qualifier? Nous sommes dans une concurrence globale. Concurrence globale et chaude. Entre les États-Unis et la Chine pour la place donc de numéro 1 dans le monde. Deuxièmement, vous avez un regain des alliances, donc une confrontation, une tension entre les démocraties anglo-saxonnes, non anglo-saxonnes, et les régimes illibéraux, Russie, Chine, Iran par exemple. Donc, dans cette situation-là de confrontation globale et chaude, il y a des rapports de force évolutifs. Le premier, c'est la possibilité pour qu'il y ait un changement de régime en Iran. Il est bien évident que si l'Iran venait à basculer et rejoindre, entre guillemets, le camp des démocraties et donc apporter à l'Occident ses ressources en gaz et en pétrole, on aurait là un changement très important de la situation géopolitique. Et donc, deuxièmement, vous avez aussi donc un caractère démographique de cette situation très importante. Vous avez une démographie déclinante en Russie. Donc, il y a eu l'URSS à 300 millions d'habitants, la Russie à 150 millions, maintenant elle est à 145. À la fin de la décennie 2020-2030, elle sera autour de 140 millions et la population de la Chine va stagner avant de diminuer avec l'apparition d'une classe donc de troisième âge qui va être de 15, 20, 25%, voire plus de sa population. Donc, on est dans une caractéristique de mobilité de rapport évolutif.
Oui, je retiens ce terme de confrontation globale, mais cependant, en revanche, les grandes puissances continuent de ne pas vouloir jouer cette ultime carte. Alors, effectivement, il y a une gesticulation militaire, il n'y a pas de volonté d'annexion par la force d'un côté ou de l'autre. Les chars ne se mettent pas en mouvement en traversant des frontières. Il y a mouvement militaire, des flottes qui bougent dans le Pacifique. Il y a des manœuvres sur le continent eurasiatique, mais on ne va pas au-delà. Le combat se déroule dans le soft power, dans la guerre cybernétique. Merci Gérard de cette conclusion plutôt rassurante, même si bien sûr il nous faudra considérer la vigilance comme plus que nécessaire pour observer et vivre dans cette confrontation globale. C'est sur cette perspective, chers auditeurs, de Décryptons le monde que se termine aujourd'hui notre émission. Merci Gérard Vespierre, merci Philippe pour la technique. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.